Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. C'est le briefing que nous faisons à notre retour de Kisangani. Vous avez suivi les événements qui s'y sont déroulés. En dehors du Conseil de ministres, vous avez vu les activités que le président de la République, chef de l'État, a déployées, notamment dans le cadre de la solidarité pour les compatriotes qui ont été victimes de la guerre qui avait fait rage il y a quelques années entre les deux armées rwandaises et ougandaises. Le président de la République s'est non seulement recueilli au mémorial, mais il a eu aussi l'occasion de compatir avec certaines familles et évidemment dans le cadre de Frivao, de poser les gestes du gouvernement en termes de réparation. Mais ce n'était pas seulement cette dimension de sa visite, c'était aussi les infrastructures. Vous avez suivi qu'avec le ministre d'État, ministre des ITPR, nous avons fait le point des travaux qui sont en cours, pas seulement dans la ville de Kisangani, pas seulement dans la province de la Chopo, mais aussi dans toute cette partie du territoire où beaucoup des investissements sont en cours. C'était aussi la jeunesse, le sport, parce que le président de la République a eu l'occasion de faire le tour des infrastructures, notamment en visitant les stades de Kisangani. C'était aussi la sécurité. Tout l'état-major général, le commandement général de forces armées de la République démocratique du Congo s'y est retrouvé autour du président de la République pour une réunion du Conseil supérieur de la défense. Et c'est un conseil de ministres qui est arrivé vendredi. Il faut rappeler ici que c'était le premier déplacement du président de la République dans le cadre de l'itinérance qu'il avait promis après la campagne électorale. Évidemment, c'est sûr que dans le jour qui viennent, toutes les provinces de la République démocratique du Congo pourront non seulement avoir le privilège de la visite du président de la République, mais aussi tous les membres du gouvernement qui, à intervalles réguliers, y seront parce que nous sommes un gouvernement de proximité. Voilà plus ou moins résumé les séjours du président de la République. Vous avez tout suivi, on aura peut-être l'occasion de revenir sur quelques aspects. Mais ce soir, nous allons discuter du dialogue social. Vous savez que le dialogue social, c'est cette stratégie mise en place pour le gouvernement en termes de plateformes d'échange réguliers avec les organisations syndicales, que ce soit dans les secteurs de la santé, de l'éducation, l'enseignement supérieur ou bientôt du régime général, mais parce que nous avons le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a été reconduit à ses fonctions. Nous aurons aussi l'occasion de faire le point de la réforme. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie de revenir dans ces cadres de redevabilité, bien avant que nous puissions d'ailleurs aller dans les vifs du sujet. À Kisangani, j'ai remarqué que vous aviez une filiation particulière là-bas. Et nous avons vu les populations bohémaises, comment elles étaient enthousiastes de recevoir le président de la République, qui devait revenir vendredi soir, mais qui a décidé de prolonger une nuit parce que lui-même, il disait qu'il se sentait très très bien du fait de cet accueil et du fait de cette chaleur, un peu comme partout en République démocratique du Congo. Comment vous, en tant que ressortissant, vous êtes ressortissant du Congo, mais en ayant des filiations particulières avec cette province, comment l'avez-vous vécu? D'abord, bonsoir à toutes et à tous les journalistes ici présents. Mais comment on peut vivre un tel événement? Évidemment, de manière tout à fait heureuse. Heureux de voir que la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République s'est concrétisée. Cette volonté, il l'avait exprimée depuis la campagne électorale, celle de débureaucratiser en quelque sorte l'action gouvernementale, de faire en sorte que les décideurs se rapprochent le plus possible des citoyens. Il faut éviter, et je crois que c'est ça la vision du président de la République, que les décisions que nous prenons le soient sur base de simples rapports de nos experts. L'idée, c'est de véritablement aller descendre, aller palper du doigt les réalités dans le Congo profond et faire la décision, prendre des décisions sur base
desiderata, la population. peut-être qu'exprimé par la population. C'est un bel exercice à réitérer de manière permanente ce que veut le président de la République, et je pense que c'était tout à fait une bonne chose. Voilà, Monsieur le vice-premier ministre, vous avez été reconduit, comme je l'ai dit, à ces fonctions, et dans les cadres du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa, nous avons passé il y a quelques jours le cap de 100 jours, donc nous aurons l'occasion de faire le point de vos différentes réformes, mais spécifiquement au Conseil de ministres du vendredi, vous êtes intervenu pour annoncer en tout cas une bonne nouvelle d'un processus qui avait déjà commencé. D'ici la fin de l'année, plus de 10 000 Congolais éligibles à la retraite pourront y avoir accès. Et d'ailleurs, dans votre présentation, nous avons tous appris qu'il y avait des fonctionnaires qui étaient nonantenaires et dont certains centenaires. Peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus. Et puis nous avons vu chez le président de la République avec des gros documents. Et monsieur le vice-premier ministre, peut-être ce soir vous pouvez nous dire combien de fonctionnaires il y a en République démocratique du Congo, parce que ça fait partie de la panoplie des réformes que vous avez initiées. On peut être obsédé par ces chiffres, le nombre de fonctionnaires. Il faut avoir aussi l'écosystème tel que nous le mettons en place pour effectivement non seulement connaître les nombres de fonctionnaires, mais aussi essayer d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles, leurs conditions salariales, afin d'atteindre l'objectif tel que visé par le président de la République, que c'est lui donc de doter notre pays d'une administration publique efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous donc de résultats et qui puisse permettre à ce que les Congolaises et les Congolais puissent donc être réconciliés comme ça avec le service public digne de ce nom. Donc l'idée, c'est que le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière, que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tout le territoire national. Parfois dans des conditions difficiles, les fonctionnaires identificateurs ont travaillé âprement. Et je voudrais aussi saluer leur bravoure, leur courage, parce qu'ils ont travaillé parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc c'est à la faveur donc, de cette gymnastique, de ce travail que nous avons pondu, nous avons réussi à avoir ces annuaires pour une première fois dans notre pays, des annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État dans notre pays. On a commencé par donc, cette publication qui concerne d'abord dans un premier temps les agents et fonctionnaires de l'État des services centraux ici à Kinshasa et des divisions urbaines. Et dans un second temps, nous avons reçu quitus de la part du président de la République pour que nous commencions donc la publication concernant les provinces. On va prendre le Grand Kasaï, le Grand Katanga, le Grand Équateur, le Grand Bandundu, le Grand Kivu, Congo central, et ainsi de suite. Et ensuite, l'identification ne suffisant pas, nous avons pris soin, vous le voyez souvent, de revisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques avec des référentiels des emplois assortis
des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est en réalité, il faut dire les choses comme elles sont, nous récoltons le fruit de notre propre irresponsabilité, j'ose les mots, irrationalité, peut être un mot beaucoup plus tendre, mais les choses sont telles qu'elles sont, avec des effectifs qui ont totalement débordé. Nous avons recruté sans observer le cadre organique, sans respecter les cadres juridiques. Et donc nous avons essayé donc, de corser les choses, de préciser, de clarifier la situation, mais en même temps de renforcer les cadres juridiques pour non seulement essayer d'avoir plus de discipline, mais beaucoup plus de rationalité avec une interdiction de recrutement ou d'affectation de NU sans préalablement avoir une gestion prévisionnelle des effectifs et une gestion programmatique en termes budgétaires. Ensuite, à part cette phase de réforme, il y a aussi, donc, vous l'avez dit, la retraite. La retraite et donc la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale des agents publics de l'État dans notre pays, avec la cohabitation aujourd'hui d'une retraite principale, qui est retraite de base, et qui, elle, est faite, résulte d'une retraite, comme on dit, d'une retraite d'un système, allais-je dire, de répartition qui cohabite avec le nouveau système que nous avons mis en place, qui est un système donc, de retraite par capitalisation. Et nous avons essayé d'améliorer nettement les pensions et les rentes pour permettre à ce que la retraite puisse cesser d'être un couloir maintenant vers la mort, que ce soit véritablement une vie après la carrière. Alors, 11 000 agents plus ou moins ont été mis à la retraite en 2022. En 2023, nous avions eu, vous l'avez dit, des difficultés d'ordre financier au regard des dépenses liées à l'organisation des élections. Mais cette fois-ci, nous allons faire une sorte de remontada en 2024 avec plus ou moins, un peu moins de 10 000 avec la dépréciation du franc congolais. Nous serons à peu près, plus ou moins, nous approcherons 10 000, mais ça sera peut-être, selon les estimations, finalement 9 000 agents. Je souligne que le 11 000 déjà en 2022, lorsque nous les avons mis à la retraite, dans des conditions, avec des conditions améliorées, parce qu'à l'époque, un fonctionnaire était mis à la retraite avec une indemnité de fin de carrière de 2 000 $, estimée à plus ou moins 2 000 $, tout grade confondu. Et lorsque nous l'avons fait, amélioré, je crois que le huissier, l'agent le moins gradé, était parti avec plus ou moins 8 000 $. Et le plus haut, c'était à peu près 20 000 $. C'était vraiment une amélioration vertigineuse. Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, mais ce n'est pas l'objet principal. Ce n'est pas l'objet principal. C'était important de le dire, parce que finalement, vous savez, nous avions parlé de l'identification biométrique et des annuaires que nous avions eu à publier ici à Kinshasa, et donc globalement de la maîtrise des effectifs, qui comporte un triple enjeu, d'abord stratégique, économique et ensuite social. Stratégique parce que finalement la maîtrise des effectifs nous permet de planifier l'avenir, de planifier la retraite. Une administration qui n'a pas de retraite, qui ne retraite pas, c'est une administration qui est bloquée, monsieur le ministre. Donc il n'y a pas de rajeunissement. Il n'y aura jamais des mouvements de carrière dans la carrière, les promotions en grade, des titularisations. Et c'est ce que nous avons vécu pendant toutes ces années. Ensuite, c'est l'enjeu économique. Parce qu'avec ça, nous savons capter des économies. Nous savons capter des économies qui, en écartant notamment des fonctionnaires qui étaient dans l'irrégularité, qui étaient des faux fonctionnaires, des cumulards, des doublons,
des détenteurs de faux numéros matricules. Et ces économies peuvent être affectées utilement ailleurs pour la construction de routes, des écoles, des hôpitaux. On ne peut pas prendre tout l'argent, tout le budget de l'État et l'affecter pour la rémunération des agents fonctionnaires de l'État. Ensuite, il y a l'enjeu social parce qu'une partie de ces économies, justement, ça sera ça l'objet du dialogue social tout à l'heure, peut servir à augmenter la rémunération, à améliorer, si vous voulez, les traitements, la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Beaucoup d'autres réformes, évidemment, ont été réalisées. La dématérialisation, je pense ici à tout ce qui touche à la sécurité sociale, je l'ai dit, mais aussi à l'amélioration des conditions de travail et de carrière, au mouvement de carrière des agents et fonctionnaires de l'État. Mais voilà, grosso modo, un tout petit peu ce que je pouvais vous dire en termes de réformes qui ont été donc implémentées depuis notre dernier passage. Alors, au dernier Conseil de ministres, la Première ministre a saisi l'occasion justement de cette réunion du Conseil, je la cite, l'occasion pour moi de saluer depuis la ville de Kisangani, province de la Chopo, où se tient le présent Conseil de ministres, l'essence élevée, les responsabilités dont ont fait preuve les différents syndicats au cours des négociations. Alors, monsieur le vice-premier ministre, la Première ministre parle justement de faire du dialogue social un levier essentiel de l'action publique dans tous les secteurs. Nous sommes au mois d'octobre, c'était la rentrée académique aujourd'hui, c'était le mois de septembre, il y avait des remous pour la rentrée des enseignants, c'était les médecins, ce sera bientôt les régimes général, on ne voudrait pas parler de ceux qui ne grèvent pas, mais qui nous protègent, les militaires, les militaires et les policiers. Nous voulons ce soir que vous puissiez nous faire un bref résumé de toutes ces discussions avec les sous-secteurs de l'enseignement primaire, ce qui a été convenu, des l'issue de la santé, et nous dire finalement c'est quoi le socle justement de toutes ces discussions que nous faisons de manière régulière, parce qu'il y a un cadre qui a été instauré pour nous permettre d'éclairer les parents, dont certains en tout cas étaient inquiets jusqu'aux dernières semaines en disant que la rentrée scolaire n'était pas encore effective partout. Écoutez, monsieur le ministre, je crois que les Congolais sont conscients des efforts que nous fournissons depuis que nous sommes aux responsabilités afin d'améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai ramassé, et à juste titre, toutes ces réformes, comme je venais de brosser. Parce que pour pouvoir améliorer les conditions socio-professionnelles, les conditions salariales des fonctionnaires, il faut d'abord redresser la situation globale. Et il faut savoir dire les choses comme elles sont, poser les bons diagnostics et faire en sorte que, ensemble avec les agents et fonctionnaires de l'État eux-mêmes, nous puissions tracer la voie qui peut nous conduire vers l'avenir. Et nous, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, nous avons tout de suite considéré les dialogues sociaux comme l'arme idéale pour pouvoir garantir la paix sociale dans le pays. Depuis que nous sommes là, nous avons agi pour faire en sorte que le partenaire social soit considéré, soit respecté. Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les agents et fonctionnaires de l'État. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour améliorer leur situation. Mais cette situation est bien complexe parce que nous héritons d'un passif qui est lourd. Après, je ne vais pas esquiver notre responsabilité à redresser
la barre et donc à affronter le problème, à trouver des solutions idoines. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons pas seulement de manière ponctuelle, parce que la volonté du président de la République, c'est de ne pas de ne pas donner des solutions cosmétiques, ponctuelles à ces problèmes-là qui ont pris racine depuis des décennies dans notre pays, parce que lorsque nous parlons des agents et fonctionnaires de l'État, nous devons bien dire qu'il s'agit des agents qui prestent depuis 10, 15, 20 ans, voire 25 ans, 30 ans, et qui n'étaient pas rémunérés. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a que 182 000 agents et fonctionnaires de l'État qui étaient rémunérés. 182 000. Et depuis que nous sommes là, nous avons agi pour que, ne serait-ce d'abord au titre du salaire de base, de manière générale, nous puissions le plus possible faire de l'inclusion salariale. Donc, payer des fonctionnaires qui étaient non payés. On les appelle des NP, qui étaient là depuis 20, 30 ans, comme je venais de le dire. Et figurez-vous qu'en 3 ans, nous allons mécaniser 171 000 en 3 ans. Contre, vous pouvez vérifier, ce sont au niveau de la direction de la paye, de données qui sont tout à fait disponibles. Et contre 12 800 agents en 20 ans lors des années des régimes précédents. Donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. La volonté, elle est là. Elle est là et je pense qu'elle est incontestable. Et nous continuons avec ces processus d'inclusion salariale. Parce que la rémunération du fonctionnaire congolais aujourd'hui est constituée d'un salaire de base plutôt faible et d'une prime. Nous faisons en sorte que nous puissions aussi, le plus possible, améliorer et aligner des agents et fonctionnaires de l'État qui ne l'étaient pas à la prime. D'abord, pour améliorer, nous avions, comme vous le savez, augmenté toutes les primes à hauteur de 12% avec la diminution, le nivellement vers les bas de l'IPR de 15 à 3%, qui pesait sur toutes les primes. Et lorsque vous baissez comme ça l'IPR de 15 à 3%, ça veut dire que vous renforcez le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais c'est vrai que nous n'avons pas été aidés par la dépréciation du franc. Les efforts sont aujourd'hui en cours pour essayer de lutter contre cette dépréciation et nous espérons que nous allons remonter la pente. Mais le fait est que nous avons essayé d'agir pour soutenir le pouvoir d'achat de fonctionnaires. Et nous allons continuer évidemment dans ce sens-là. Vous avez parlé de la santé. Je prends le secteur de la santé d'abord pour commencer. Je voudrais ici donner quelques chiffres, si vous le permettez. Parce que bien souvent, nous parlons d'amélioration sans parler chiffres. On entend parler des grèves par-ci, des grèves par-là. On fait des commissions paritaires. Le gouvernement ne respecte jamais ses engagements, ce qui est totalement faux. C'est vrai que j'ai parlé d'un lourd passif que nous avons trouvé. Mais nous nous battons pour essayer de relever les défis. Parce que lorsque on est aux responsabilités, notre rôle, ce n'est pas celui de se plaindre. Il faut trouver des solutions. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et grâce au dialogue social, et je voudrais ici saluer toutes les organisations syndicales de la santé, de l'EPST, du sous-secteur de l'ESU, mais aussi plus globalement de l'INAP, l'intersyndicale de l'administration publique, pour le sens de responsabilité dont elles font toujours montre. Si vous voulez, ce pragmatisme qui nous permet toujours de trouver des compromis républicains et réalistes pour ne pas faire effondrer parfois nuitamment, parce que je dois rappeler que plusieurs fois vous passez la nuit aux côtés des bancs syndicaux. Ah, nuitamment, oui. C'est notre dada. Et je vous dis, la dernière fois, nous avons fait une réunion, nous avons tenu une réunion de 14h à 9h du matin.
vous imaginez, pour suspendre à 9 h et recommencer à 10 h, 1 heure de repos. C'était tout simplement invivable. Mais c'est parce que porté par la volonté, déterminé à accompagner le progrès qui s'est enclenché depuis l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République aux responsabilités, eh bien, il faut passer parfois par ces genres de sacrifices. Alors, pour le secteur de la santé, disais-je, qu'est-ce que nous avons obtenu jusque-là à la faveur de toutes ces commissions paritaires depuis que nous sommes aux responsabilités? Nous avons obtenu, en parlant de chiffres, l'alignement à la prime des risques de 34 851 agents. Ça, c'est avant la dernière commission paritaire. J'exclus donc le 4e trimestre. De toutes les catégories professionnelles, donc entre le 4e trimestre 2021, qu'on est arrivé, et le 3e trimestre 2024. Donc, les administratifs L2 et maîtrise, 773. Administratifs, 5261. Autres pro-santé, 5531. Les chirurgiens dentistes, 114. Les infirmiers, 13 215. Des médecins physiques, 39. Médecins vétérinaires, 304. De médecins, 5734. De pharmaciens, 438. Pro santé L2 maîtrise, 3442. Ceux qui ne touchaient jamais à la prime des risques et qui ont été introduits, insérés au fichier paye pour recevoir leur prime des risques. Et ces efforts continuent parce qu'ici, comme je l'ai dit, il faut exclure T4 qui a aussi donc son quota. Pour la mécanisation au traitement de base, de 15 000 agents payés entre la même période, nous avons 59 administratifs L2 maîtrise, 9 021 administratifs tout court, donc qui sont en dehors de la catégorie L2 et maîtrise. Autres pro-santé, ça veut dire les kinésithérapeutes et autres, 3 716. Les chirurgiens dentistes, il y en avait 6. Les infirmiers, 1291. Le médecin physique, 4. Les médecins vétérinaires, 15. Les médecins, 1137. Les pharmaciens, 13. Les pro-santé et maîtrise, pro-santé L2 et maîtrise, 541. Nous avons aussi réajusté la rémunération de 5177 médecins promus en grade par le président de la République. Et le gouvernement s'est engagé aussi donc à procéder au réajustement de leur rémunération à la paye donc du mois d'octobre 2024. Et évidemment de payer également aux médecins le deuxième palier de 35% des indemnités de transport et de logement à la paye donc du mois d'octobre 2024 et de solder en même temps les 30% restants au prochain trimestre. Nous avons aussi régularisé la situation administrative de 91 117 agents de la santé, dont les administratifs 27 764, autres pro-santé 15 750, les chirurgiens dentistes 449, les infirmiers 20 290, les médecins physiques 86, les médecins vétérinaires 408, les médecins 15 330, les pharmaciens 580, pro-santé L de maîtrise 5063, les techniciens vétérinaires une première 5397. Après, il y a des perspectives que nous avions définies lors de la dernière commission paritaire à Bibois, avec l'alignement encore à la prime des risques, au T4 de plus ou moins
1000 médecins, pour le médecin, 1000, dont 800 unités du régime général et 200 médecins du FARDC et de la police nationale congolaise. Les administratifs, 500, les administratifs L2, 150, autres pro santé, 500, dentistes, 50, infirmiers, 1500, médecins physiques, 20, médecins vétérinaires, 100, les pharmaciens, 100 notamment. Et puis les pro santé L2 maîtrisent 700, dont 50 FARDC et 25 PNC, techniciens vétérinaires, 500. Et vous voyez les efforts qui donc ont été déployés pour essayer d'aider le secteur de la santé à pouvoir toujours aller de l'avant. Je vais peut-être enchaîner directement avec le secteur de l'EPST. Oui, s'il vous plaît. Pour l'EPST, parce que vous avez parlé des enseignants qui sont nos héros, c'est de ceux qui nous ont appris à lire et à écrire, à être des hommes et des femmes de valeur que nous sommes. Et je n'ai jamais oublié le fait que c'est grâce à l'éducation qu'un enfant élevé par une mère sourde, muette, était devenu prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. Et donc l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme, d'une société, dans la marche d'une nation. Mais lorsque nous abordons cette question, nous devons le faire en toute responsabilité, en évitant des polémiques politiciennes, en évitant des lectures simplistes. Ah, député Bazoak à combien? Ah, Bissot toujours à combien? Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons. Là, on parle d'un corps qui comporte plus de 700 000 personnes. 700 000 personnes. Donc, lorsque nous le faisons, nous devons le faire avec réalisme, mais avec une certaine humanité. Il faut se mettre à la place des enseignants qui souffrent. Et il faut se battre pour que leurs solutions puissent... Mais je dois rappeler spécifiquement que pour les enseignants, le président de la République vous a chargé, entre autres, de réfléchir pour leur accorder un statut absolument. Donc ici, les efforts sont assez particuliers. Il y a d'abord d'un côté des efforts tendant à améliorer leur rémunération actuelle, mais en même temps, conformément donc à la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, leur accorder aussi le statut général de fonctionnaire pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages au regard du fait que leur carrière aujourd'hui est en réalité une carrière assez précaire. Je souligne, s'agissant de l'amélioration, qu'en 2019, l'enveloppe mensuelle de paye des enseignants est passée, lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, des 70 milliards 155 millions à plus ou moins 112 milliards 784 millions. Tout un symbole. En 2020, il y a eu la prise en charge de tous les enseignants de autres niveaux, maternels, secondaires et ceux qu'on appelle enseignants assis, donc des administratifs, identifiés par le ministère de l'EPST, faisant passer donc l'enveloppe salariale de paye des enseignants à 112 milliards 564 millions, plus ou moins. Alors en 2021, il y a eu le paiement des allocations donc, de fin de carrière à plus ou moins 4439 enseignants du primaire, et donc le paiement de la prime de la gratuité à tous les enseignants du primaire. Et en 2022, avec le ministre Tony Mwaba, il y a eu la prise en charge de plus de 70 226 enseignants dits NU, avec un réajustement de la prime de la gratuité à chaque enseignant par l'octroi d'une prime, disons d'une enveloppe supplémentaire de plus ou moins 30 000 par enseignant.
avant évidemment la dépréciation. Et puis il y a eu réajustement des frais de fonctionnement des écoles, comme vous l'avez certainement appris. En 2024, nous avons pris en charge plus ou moins 7829 enseignants non payés du secondaire, avec un ajout, donc comme vous l'avez appris, de 100 000 francs à tous les enseignants pour un effectif global de 698 194 enseignants de tous les niveaux. J'ai dit, lorsqu'on dit 100 000, il faut voir l'impact. Lors du gouvernement passé, les enseignants attendaient 20 000 avec beaucoup de difficultés. Ici, on a pris 100 000. On peut être tenté de dire, 100 000, ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais c'était d'abord pour faire récupérer, parce que le moins gradé de tous les enseignants qui avaient plus ou moins $100 dans le fin fond du pays avaient descendu, 240, lorsque le dollar était encore à 240 000. Et donc il fallait essayer de faire, dans un premier temps, de faire une indexation et un réajustement par rapport au taux. Et c'est ce qui a été fait déjà au titre de salaire complémentaire. Ça a été payé aux enseignants et nous sommes en train maintenant de compléter l'autre partie pour que ça fasse 100 000. Mais nous avons insisté sur le fait que le chiffre de 700 000 enseignants que je viens de dire était un chiffre qui n'était pas exact et qu'il fallait donc, un peu comme dans le régime général au niveau de la fonction publique, on peut parler chiffres si vous voulez, assainir. Il faut assainir le fichier des enseignants et nous avons pris des engagements pour que des économies qui seront donc tirées de cet assainissement, toutes les économies, et nous avons eu un accord formel avec le ministre des Finances, le ministre du Budget d'abord, Aimé Boji Sangara, et le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, pour que nous puissions effectivement faire en sorte que toutes ces économies puissent servir à améliorer. Et vous verrez que ces économies seront colossales. Parce que je signale que je parlais de 171 000 agents mécanisés, mais c'est sur base des économies. Parce que nous avons extirpé du fichier des décédés, des fraudeurs, des fictifs. Nous trouvons encore aujourd'hui des économies, encore en T4, nous venons de mécaniser 16 000. Hier, quatrième trimestre. Quatrième trimestre, c'est-à-dire que mois d'octobre, là, courant, donc à partir d'octobre, il y a eu 16 000 nouveaux fonctionnaires qui n'étaient pas payés, qui le sont, parce que la paie est déjà passée. Et donc, avec un assainissement drastique, rigoureux et une meilleure gestion du fichier, on va dégager des économies pour améliorer sensiblement Monsieur le ministre, permettez alors sensiblement la rémunération. Que nous puissions prendre les questions de... Ensuite, pour terminer, s'il vous plaît. J'aurais peut-être pas le temps de parler alors de l'ESU, mais nous avons très rapidement, nous avons aussi la des chiffres académiques aujourd'hui. Voilà, parce que nous avons essayé d'agir pour un accroissement sur la prime institutionnelle qui a été observé déjà pour donc, tout le personnel scientifique et administratif à partir du deuxième trimestre de l'année en cours. Nous avons, en termes de chiffres, aligné 3240 agents qui étaient non payés et qui ont été cette fois-ci mécanisés. Nous avons 242 chefs de travaux qui ont été promus et mécanisés. Il y a eu alignement donc à la paye de 909 personnels académiques, 3996 personnels scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, 43 000 personnels scientifiques, administratifs, techniques et oubliés également pour le prochain donc, trimestre. Et puis 246 cadres et agents des services centraux avec d'autres actions en termes de correction des grades et en termes de perspective, le paiement des arriérés des rémunérations accumulées depuis mars, avril, mai et juin 2023, l'augmentation de 50% de la prime institutionnelle restante au T4 2024 à la paye complémentaire, donc conformément aux résolutions de la commission paritaire des Bois. Voilà, de manière ramassée,
les efforts colossaux que déploie le gouvernement pour essayer d'améliorer sensiblement les conditions salariales des fonctionnaires. Mais en même temps, je l'ai dit, j'ai insisté que les fonctionnaires allaient donc, à travers notamment leurs organisations, leurs différentes délégations syndicales, nous accompagner dans les efforts d'assainissement pour dégager des économies et essayer d'aller davantage plus loin en 2025 et en 2026. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre. Si nous devons cumuler les chiffres à la fois des médecins, des enseignants, de professeurs d'université, nous sommes déjà à plus d'1 million. S'il faut combiner tous les efforts consentis. Après, il y a les régimes généraux. Après les régimes il y a généraux. les régimes généraux qui arrivent parce que nous allons en discussion la semaine prochaine, sachant que les régimes généraux, c'est toutes les autres catégories d'agents et fonctionnaires de l'État, des ministères, des institutions, mais aussi le chef de l'État nous a toujours rappelé qu'il faut prendre en compte aussi la grande muette de qui je vais faire. Bien sûr. Alors, on va commencer. Ils seront concernés avec les prochaines augmentations. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, votre exposé a été très clair, mais je pense qu'il existe encore des zones pour lesquelles les journalistes voudront obtenir des éclaircissements. On va commencer notre série de questions avec Monsieur Serge Tseka. Et puis ce sera Monsieur Pichou Moulumba. Question brève, s'il vous plaît, pour lui permettre de répondre directement et de prendre le maximum de questions. Merci, Excellence, pour la parole accordée. La première question vous est adressée, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Kisangani, on a suivi l'activité du chef de l'État et du gouvernement, mais la question, qu'en est-il de l'indemnisation des victimes de ce qui s'est passé à Kisangani et les plaies sont restées béantes, les familles continuent à pleurer de morts et de pertes accusées. Monsieur le ministre de la fonction publique, je suis heureux de vous entendre avancer des chiffres et tous les efforts que le gouvernement a consentis pour améliorer le bien-être des fonctionnaires. Mais malgré cela, il y a quand même, on voit ça et là des grèves des médecins, des enseignants qui traînent les pieds, qui se disent mal compris par le gouvernement, qui ne tient pas parole. Et puis même sur le plan économique, les efforts consentis par le gouvernement ne semblent pas portés parce qu'érodés par le taux d'échange. Ne serait-il pas possible qu'on puisse indexer carrément le salaire des fonctionnaires, des enseignants, en particulier en devise sûre, de manière à ce que même s'il y a d'évaluation qui puisse avoir quelque chose, que les efforts du gouvernement restent quand même constants parce que on a comme l'impression que tous les efforts sont en train de tomber dans l'eau du fait de ces problèmes. Merci. Alors rapidement sur la question de Kisangani, vous avez suivi le briefing que nous avons fait avec le ministre d'État, ministre de la Justice sur place. Si vous avez regardé, parmi les premières activités du président de la République, c'était de faire la visite sur le site du Génocost. Le président de la République a fait une descente à Frivao, au bureau de Frivao. Le Frivao, c'est les fonds de réparation et d'indemnisation des victimes de l'agression ougandaise. Une enveloppe de 2,5 millions de dollars a été remise à l'Église catholique. Une autre enveloppe, des enveloppes d'à peu près 2000 à 2500 ont été données. C'est cela le processus d'indemnisation. Par les passés, il y avait des soupçons en termes de gestion des mandataires qui étaient. À cette question, le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit avoir, en tout cas la justice est déjà saisie de l'affaire, c'est de ce côté-là qu'on pourra faire la lumière sur ce qu'a été la gestion de ceux qui étaient là-bas. Mais pour le reste, il y a un nouveau bureau qui a été installé. Le ministre de la Justice, comme le ministre de la Fonction publique, ont des liens particuliers avec la ville de Kisangani. C'est vous dire que la question de l'indemnisation est une question qui est prioritaire. Il y a un plan, il y a des fonds qui ont été décaissés et pour lequel la rigueur a été remise. Et si vous avez vu la symbolique du passage du président de la République lui-même au sein de Frivao, ça veut dire que tout est propre et que la procédure plutôt d'indemnisation suit son cours normal. Monsieur le Vice-Premier ministre. D'abord, je veux préciser, parce que vous continuez toujours à parler de ces liens
particulier, je voudrais informer que je suis de Bumba, de la Mongala, mais que je l'ai dit, ce n'est pas un secret d'État, lors de la relégation des fondateurs de l'UDPS à 82, nous avons été relégués à Bumba, chez nous. Et nous étions petits, et à l'époque, nous avons été... relégués à Bumba ou Kisangani? À Bumba. Bumba. À Bumba. Et ensuite, après, nous avons eu la chance d'avoir des oncles qui étaient à Kisangani, à Kéan, et qui sont venus nous chercher à Bumba pour nous amener à Kisangani. Nous avons repassé quelques années. Et donc, ces liens forts auxquels fait allusion donc, Patrick Mouyaya. Alors, concernant votre question, elle est pertinente. Elle est pertinente et ça ne concerne pas que les enseignants, mais ça concerne tous les fonctionnaires. Ce qui est là, c'est que, je vous ai dit, le président de la République a préféré que nous puissions trouver des solutions systémiques, des solutions durables à ces problèmes d'enseignants. Et arrêter chaque fois de chercher, de trouver comme ça des solutions ponctuelles, mais qui après se trouvent être inefficaces. Et ces solutions systémiques-là, aujourd'hui, c'est la mutation administrative des enseignants, comme je venais de le dire. C'est-à-dire faire de l'enseignant, un peu comme sous d'autres cieux, un fonctionnaire à part entière. Voilà, ça permet à ce qu'il ait une carrière d'abord sécurisée, parce qu'aujourd'hui, le salaire est plutôt appartient à l'école, et puis ils sont tout le temps désactivés. Donc il faut que l'enseignant soit fonctionnaire. Mais pour être fonctionnaire, il faut passer par des contrôles assez drastiques concernant les fichiers. Donc nous allons contrôler les fichiers parce que ce n'est un secret pour personne que ces fichiers le fichier de nos enseignants est totalement corrompu, avec beaucoup d'enseignants fictifs, et beaucoup d'écoles fictives d'ailleurs, comme vous le savez. Et donc nous allons faire ce travail, c'est ce que nous sommes en train de faire en collaboration avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation, Raïssa Malou, et nous pensons que c'est la meilleure réponse à donner. Mais en attendant, nous sommes obligés de procéder donc à ces ajustements, à ces réajustements par rapport donc au dollar. Et en même temps, je vous l'ai dit, parce que j'ai parlé de réformes liées à l'amélioration donc des conditions salariales des fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de l'État, c'est essentiellement en ce qui concerne la réforme de la politique salariale dictée par le président de la République, que nous sommes en train d'élaborer sous la supervision de son Excellence Madame la Première ministre et avec la collaboration du ministre d'État, ministre du Budget, et ainsi que du ministre de Finances. Je crois que d'ici la fin d'année, nous aurons la première matrice pouvant nous permettre l'année prochaine certainement de doter notre pays, enfin, d'une politique salariale qui puisse soigner les blessures sociales dans notre pays. Je vous ai parlé des enseignants. Je suis moi-même fils d'enseignant. Vous savez, c'est des enseignants de tous les niveaux, jusqu'à l'université. Il faut se mettre à la place de ceux qui sont sous-payés pour comprendre la colère légitime des enseignants. Et c'est pour cela que les gouvernements que dirige donc la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka fait tout pour essayer de donner des réponses, disons, de solutions palliatives, en attendant la grande solution qui sera portée par cette politique salariale qui va certainement, donc qui aura pour vocation à éradiquer les disparités qui existent entre administrations, entre catégories d'agents publics dans notre pays. Voilà. Et j'ai noté tout de même votre proposition qui sera versée, je vous en fais promesse, dans les discussions concernant cette nouvelle politique salariale. Voilà, on va prendre la question de M. Pichou Munumba. Merci beaucoup, M. le ministre.
ministre, pour la parole. Permettez-moi de commencer par une question d'actualité vous concernant, puisque vous avez, à l'entame de ces briefings, fait les résumés du séjour du président de la République à Kisangani. Comment les gouvernements, par votre intermédiaire comme porte-parole, interprètent-ils la position claire du chef de l'État sur la question de la révision constitutionnelle qu'il a exprimée là à Kisangani? J'ai une préoccupation concernant le vice-premier ministre. Vous avez annoncé avec une grande ferveur la mécanisation, on avait noté, des inspecteurs, contrôleurs et agents nouvellement recrutés de l'inspection générale du travail au 4e trimestre de cette année. Où en êtes-vous? Bon, alors, cher Pichu Mounouba, je savais que cette question allait revenir parce que moi, j'ai l'impression qu'on veut faire dire au président de la République de choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je crois qu'il a dit. Ensuite, le président de la République a aussi dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais de tous les bords pour réfléchir. La Constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut se faire. Il faut considérer que pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Mais parce que je savais justement que cette question reviendrait, je voudrais qu'on suive lui-même le président de la République lorsqu'il a été interrogé à ces sujets par un étudiant, parce que le président de la République a eu l'occasion de discuter avec les étudiants. Écoutez plutôt sa réponse et je veux revenir pour faire un complément. Moi, ma personne importe peu. Je pense que si nous avons un pays où les institutions sont fortes, quels que soient les individus qui sont là, c'est le pays qui va gagner. C'est un pays aux institutions fortes qui gagnent, pas aux personnes fortes. Voilà. Voilà, je pense que c'est une réponse qui est courte, mais qui est claire et qui devrait clore ces débats, parce que ces débats, il aura lieu l'année prochaine. La commission pluridisciplinaire qui aura des Congolais qui viendront de toutes parts pourra discuter sans encombre autour du texte, parce que le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité de la société civile. C'est une réflexion, parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux, nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tels que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à voir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour le bénéfice du peuple congolais. Je pense que, Monsieur le Vice-Premier ministre, je ne sais pas si vous aurez un petit rajout sur le sujet, parce que ce n'est pas le sujet principal, mais l'idée ici, c'est d'abord de rappeler que nous travaillons sur le plus urgent. Le Vice-Premier ministre l'a dit tout à l'heure, mais que cette question fera l'objet des réflexions plus tard, et les moments venus, les conséquences pourront être tirées. Écoutez-moi, je ne vais pas vous contredire, parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Je peux même aller plus loin. On ne peut pas interdire la réflexion dans un pays. La Constitution est une loi fondamentale, mais une loi quand même. Une loi, vous savez, a vocation à être modifiée, changée à partir du moment où, si telle est la volonté de la communauté nationale, à partir du moment où elle présente des faiblesses. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui. Indubitablement, oui. Quelles sont ces faiblesses? Les experts nous le diront, chacun peut donner ses réponses. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je peux déjà avancer une petite piste. Moi, j'ai toujours dit, et c'est mon avis personnel, que notre Constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État. Ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une Constitution qui consacre l'obésité. Et cette obésité de l'État,
qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays. Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, parce que nous parlons souvent de la diminution du train de vie de l'État, il n'y a pas seulement à diminuer les trains de vie de l'État en termes de salaire, parce qu'après il y a des missions, il y a ces institutions, les responsables des institutions qui tombent malades, qui sont prises en charge. Il faut aussi réfléchir sur l'ensemble de la structuration institutionnelle telle que léguée par cette Constitution. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat, et comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, qu'il y ait éventuellement, pourquoi pas, retouche de la Constitution, révision, ou même, pourquoi pas, changement. Ce n'est pas un tabou. C'est pas un tabou. On peut décider d'avoir une nouvelle Constitution, si telle est la volonté du peuple. Je ne sais pas pourquoi on va interdire à notre pays de faire une sorte d'autocritique, de regarder cette Constitution et de dire qu'il y a un ça ne va pas sur le plan des procédures institutionnelles. Le président de la République l'a dit, pour obtenir un gouvernement après les élections, c'est tout un problème avec des procédures assez lourdes et ça nous nous fait perdre comme ça 6 mois, 7 mois. Bon, ce sont des questions qui doivent préoccuper au plus haut point le peuple. Et lorsque je parle des institutions, je parle du poids, c'est parce qu'une bonne partie du budget national de notre pays aujourd'hui est orientée vers les institutions, vers le fonctionnement de ces institutions-là. On peut réfléchir si notre pays est prêt pour ces fardeaux-là. Et le secteur du développement est préjudicié. On peut réfléchir. Pourquoi pas pour la suppression de telle ou telle autre institution, pour que des millions qui y sont donc orientés puissent servir à construire les routes, les ponts, les chemins de fer, à acheter des avions et autres. On peut décider à un certain moment. Excusez-moi, monsieur le ministre, parce que je suis peut-être ministre de la fonction publique, mais je suis aussi un homme politique et un parlementaire. Donc il faut à un certain moment arrêter de plaisanter avec l'avenir d'une nation. Si les États-Unis ont modifié leur constitution avec des amendements de par leur histoire, la France et d'autres pays d'Afrique, je ne vois pas pourquoi on va interdire aux Congolais de réfléchir sur éventuellement la modification, le changement de leur loi fondamentale. Il faut à un certain moment arrêter de faire des jeux politiciens partout sans tenir compte de l'avenir de la nation. Il faut que nous nous retrouvions sur les fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Et il faut vraiment qu'on essaye de faire avec. Je ferme la parenthèse. Bon, pour la fermer définitivement, oui. De toute façon, M. Pichou Moulumba, la commission elle sera pluridisciplinaire. Ceux qui parlent aujourd'hui dans un sens ou dans un autre comprennent au-delà du schéma politicien que l'on veut inutilement amener dans ces débats qui doit être républicain, pourront faire partie de cette commission. C'est des Congolais, les moments venus, on ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Surtout pas lorsque nous voulons, dans l'esprit du président de la République, nous assurer que nous avons des institutions qui sont fortes. J'espère que cette question ne reviendra plus. Monsieur le vice-premier ministre, allez-y. Voilà, j'allais répondre à une autre considération sur cette question. Non, merci. S'il y a débat autour de cette problématique, peut-être que vous ferez partie de la commission l'année prochaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous allons essayer de donner notre contribution de loin ou de près. Ça, c'est clair. Alors, s'agissant de la mécanisation, on m'a posé une question en rapport avec la mécanisation de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail. C'est bien cela. Oui, je voudrais vous informer que nous avons réussi à insérer dans le fichier paye donc du mois en cours, du mois d'octobre, une prime pour tous les inspecteurs et contrôleurs du travail. Restent les administratifs qui prestent donc avec eux. Et la prime qui a été payée à hauteur de 30% concerne l'ensemble de 2343 inspecteurs et contrôleurs donc,
du travail, ainsi que des administratifs. Pour la mécanisation salaire de base, 1400 ont été effectivement mécanisés. Il y a eu omission de plus ou moins 994, si je ne m'abuse, et on est en train de faire une paye complémentaire pour régler la question. Mais aujourd'hui, ils sont déjà rémunérés et ils ont déjà à leur disposition une rémunération pouvant leur permettre, surtout ceux qui venaient de l'intérieur, de tenir le coup et de commencer à travailler dignement. Voilà, on va prendre les 3 dernières questions qui restent en série pour nous permettre de faire une économie de temps. Donc ce sera Benoît Niemba, Eric Izami et on terminera par Jimmy Mukendi. S'il vous plaît. Merci de la parole, Excellence. Vous avez fait mention, Monsieur le ministre Mouyaya, vous avez fait ici mention du fait qu'on a vu le VPM aller avec l'annuaire chez le chef de l'État et ça reprenait les fonctionnaires des services centraux et des divisions à Kinshasa. Et vous avez mentionné ici, Monsieur le VPM, que vous irez progressivement jusqu'à prendre le Kasaï et les autres provinces de la République. La question, c'est de savoir, nous savons que vous êtes méthodique. À court, moyen et long terme, le travail pourrait être terminé quand pour l'ensemble de toutes les 26 provinces de la République du Congo, pour la mandature des 5 ans. C'est ça la question? Oui, c'est la question. La première. Oui. Deuxièmement, il y a quand même des fonctionnaires de l'État qui œuvrent dans un domaine spécifique. Je vois ici les agents qui travaillent au niveau de l'OVG, Office de vulcanologique de Goma. Souvent, on entend parler de quand il s'agit d'aller en grève. Je voudrais savoir comment est-ce que ceux-là sont gérés. Parce que lorsque eux ne font pas le travail, malheur peut arriver, et notamment embraser la ville de Goma. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, allez-y. On peut répondre directement. Comme ça, on prendra la dernière question du Jimmy Mukendi. Voilà, donc concernant la fin du processus, je voudrais ici informer, disons rappeler que l'identification biométrique a eu lieu à travers tout le pays. Et on a clos le processus, sauf évidemment pour, et je l'avais précisé, pour les territoires qui sont actuellement sous occupation. Notamment Rutshuru, Massissi, où nous avons pu eu accès, et aussi les Sankourou. Je voudrais informer les agents et fonctionnaires du Sankourou que les processus d'identification après la remontée des données et la certification, la dernière étape de l'identification physique aura lieu à partir du 11 novembre. Et après ça, nous allons, comme pour d'autres provinces, procéder à la validation des données à travers des ateliers relatifs. Et ensuite, après, nous allons procéder donc à la publication des données. Nous allons comme ça, les données pour toutes les autres provinces, à part les Sankourou, toutes les autres provinces, sont d'ores et déjà disponibles. Nous sommes en train de faire des ateliers de validation et je pense que la publication, comme je l'ai dit, sera progressive parce que c'est moi-même qui vais donc faire la supervision. Et nous commençons par les Grands Kasaï où l'atelier de validation avait déjà eu lieu. Nous irons spécifiquement pour le Sankourou au mois de février. Mais nous avons un calendrier qui va nous conduire jusqu'au 30 juin 2025, s'agissant de la publication, parce que les données sont déjà là. Mais si vous entrez dans le portail de la fonction publique, parce que la singularité aujourd'hui, c'est la dématérialisation des démarches administratives. Ce qui fait que même vous, comme vous êtes là, vous tapez www.fonctionpublique.gouv.cd, eh bien, vous accédez au portail de la fonction publique et vous verrez la petite fenêtre qui va s'ouvrir, c'est l'annuaire. Et vous tapez annuaire. Si vous avez le numéro 1, numéro matricule de votre frère ou de votre épouse
ou de votre cousin, si le fonctionnaire, il peut vérifier sa situation administrative et faire ses démarches. Modification des noms, demande de mécanisation, il sollicite déblocage de primes, alignement à la prime, d'émission, c'est très rare, mais mise en disponibilité et autres. Et en bas, il y a son bulletin de paye, il a toutes les précisions, il a la précision sur ses cotisations SENSAP, il a l'âge de départ à la retraite, il a sa page personnelle et peut faire ses démarches de manière tout à fait dématérialisée. Et c'est ça la singularité. Vous pourriez vous-même aussi vérifier. Ce qui est déjà dans le portail, sont donc les données publiées. Le service central, vous l'avez dit, et divisions urbaines de Kinshasa. Et à partir du mois prochain, dès que nous allons faire les Grands Kasaï, ensuite le Grand Katanga, Grand Équateur, progressivement, les données aussi provinciales seront donc disponibles dans le portail. Et à partir de juin, donc 30 juin, au 30 juin 2025, sauf petits changements, mais en tout cas au 30 juin, nous aurons le fichier unique, global, de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Je souligne, je précise qu'à Kinshasa, nous sommes partis des listes déclaratives de 450 000 agents et fonctionnaires de l'État et seulement 113 000 agents et fonctionnaires ont été certifiés réguliers. À l'intérieur du pays... Et les restes? Les restes sont irréguliers. Et donc exclus, donc écartés du fichier. Mais après, ils ont la latitude de régulariser leur situation. Je voudrais dire à celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans l'annuaire de ne pas se sentir totalement exclus. Ils sont écartés pour des raisons d'irrégularité, mais s'ils estiment qu'ils ont quand même droit de pouvoir de prétendre à y être, donc à être insérés, eh bien, la direction, la DBDR est à la fonction publique de manière permanente, du moins pour ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il y a donc des antennes au niveau des divisions provinciales, donc de la fonction publique. Nous allons faire en sorte que personne ne soit lésé, sauf ceux qui sont dans la fraude. Des fils qui utilisaient des numéros matricules de leur père, des frères qui utilisaient des numéros matricules de leurs frères, des cousins, des voisins et autres. Et tous ceux qui détenaient comme ça des numéros matricules d'emprunt ou de faux numéros matricules fabriqués de toutes pièces. J'ai vu un arrêté circuler avec des numéros faux. Il y a des Congolais qui, des fois, croient à ce genre de choses et donc se présentent avec des faux numéros, de faux arrêtés. On ne peut pas les prendre. Vous voyez, c'est cet assainissement qui nous permet d'avoir un fichier, enfin un fichier fiable, non corrompu, qui peut alors progressivement, et là je vais peut-être chuter par là, M. Mouya, vous m'excuserez, j'entends beaucoup de fonctionnaires dire oui, mais j'ai été identifié et jusqu'à présent, Basso Futangaïté, nga nazali na Luozi, nazali awa na Bumba, nazali na Kabeya Kamwanga ou na Kamina, je ne suis pas payé, je ne suis pas rémunéré. C'est justement ça l'intelligence, c'est que vous n'êtes pas rémunéré depuis 10 ans, maintenant nous allons essayer d'assainir et les moyens qui seront tirés, parce qu'à un certain moment nous allons dire, bon stop, seuls ceux qui sont identifiés, certifiés réguliers, seront rémunérés. Donc nous allons faire des économies et nous allons prendre ces économies pour les affecter maintenant à ceux qui sont véritablement à la tâche de fonctionnaires qui travaillent effectivement avec une nette amélioration de leurs conditions salariales. C'est ça l'intelligence de cette réforme. Monsieur le ministre, on nous demande souvent Bopé Sabiso numéro matricule. Bopé Sabiso numéro matricule, ce n'est plus possible aujourd'hui. Parce que, vous voyez, nous numérisons, nous allons mettre en place ces dispositifs biométriques avec cette transformation numérique, mais ça ne suffit pas. Je vous ai parlé du cadre juridique pour essayer de renforcer la discipline. Aujourd'hui, ceux qui alignent les nouvelles unités sont systématiquement, mais alors systématiquement sanctionnés. Et nous avons aussi renforcé, je vous l'ai dit aussi, des cadres organiques pour ne pas retomber dans le travers du passé.
Sinon, après, nous n'allons pas nous en sortir si nous refaisons encore le même chose. Vous pouvez servir son numéro matricule, distribuer des numéros matricules comme ça se faisait avant, aux membres de partis politiques, des batteurs de tam-tam, je n'ai rien contre eux, des cousins du village et tout le monde. Ça ne peut plus passer comme ça. N'est pas fonctionnaire qui veut. Il faut essayer alors de faire ce que j'ai appelé tantôt, d'entrer dans le paradigme d'une gestion prévisionnelle des effectifs. L'État n'engage que le fonctionnaire dont il a réellement besoin. Même les médecins, vous avez là, et je l'ai dit devant eux, des hôpitaux aujourd'hui de 200 lits avec 700 médecins, des hôpitaux de 50 lits avec 500 médecins, notamment à Barumbu. Donc ça ne peut plus continuer comme ça avec des déserts médicaux à l'intérieur du pays, paradoxalement. Donc il faut une réorganisation. Kokota a coupé sa numéro matricule. N'a boité, il faut que ça la concours. Et exceptionnellement, il y a n'a coupé sa numéro matricule sur titre, ça peut exister, c'est autorisé par la loi, mais seulement pour occuper un poste qui est organique et budgétairement prévu. Mais pas couper sa numéro matricule au tiers de la poche, poche, arrêté, froissé depuis 10 ans, à la recherche d'une improbable affectation. Non, ça ne peut plus continuer comme cela. Nous allons revenir évidemment, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'administration publique, mais là nous devons terminer cet exercice de redevabilité. Un petit complément, Eric Izami, nous ne travaillons pas en fonction de la durée du mandat. Nous avons hérité, le vice-premier ministre l'a dit, nous avons hérité des problèmes depuis des décennies et les solutions que nous voulons prendre des solutions qui vont rester pour la postérité et qui vont au-delà du mandat. Nous ne pouvons pas penser être court-termistes parce qu'en réalité, nous faisons notre part, en tout cas sur la direction du président de la République, pour faciliter la tâche à ceux qui viendront demain. C'est pour ça que nous disons régulièrement que même ceux qui font de l'opposition, ils doivent faire de l'opposition positive. L'opposition positive, c'est de venir dire, questionner les choix faits notamment au niveau du ministère de la fonction publique pour dire ces choix-là n'est pas bon. Est-ce que vous ne pouvez pas améliorer de cet endroit? Ces critiques, nous ne l'entendons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un plan, une boussole qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, nous sommes en train d'avancer. Ça prend du temps, la population est impatiente, mais vous savez, on a eu des décennies de retard. Ce n'est pas en 6 ans que tous les problèmes seront réglés, mais en 6 ans, toutes les bases ont été posées pour des solutions qui vont rester éternellement, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que nous estimons que le point que nous atteindrons, on ne pourra plus descendre plus bas. Voilà. La dernière question, M. Jim Mukendi. Juste préciser, s'agissant de l'OVG, parce que vous avez promis l'OVG, je veux donc prendre langue avec le ministre de la Recherche scientifique pour essayer d'en savoir un peu plus et nous pourrions trouver donc des solutions à ce qui concerne les agents qui sont, donc, comme vous l'avez dit, en grève. Voilà, merci. Merci beaucoup, Excellence, ministre Pona Malobo Pesingai. Yayambona Kotuna Motuna Nangana VPM en charge il y a fonction publique. D'abord VPM na PCO Longonia, il y a Bana Kisasa, pour tout le monde a rendu au tambour à la Kinshasa, des fois au tambour à Makolo. Et le Kouane c'est pris Sarabana Kinshasa. PCO Longonia. Nga Nazotuna Mutuna na compte ya KNB News, Kinshasa na biso. VPM na koyo kayo koloba. Nami lobeli ke nazoyo kabatomi bale. Première partie à speech na yo, o lobeli essentiellement ndengo otondisi batonaliste ya fonction publique. Tant que une question ya constitution, VPM ozali pour que ba ventiler ba service à l'État. Ce qui te lobito kendi na oyo bengi topé na oyo ezalaka dématérialisation ya administration na biso pambati to yebi fonctionnaire ya l'État ya Congo akendaka musala pona ko signer aki a signer azongi na ndako quelque part bato wana bayibaka l'État na nyonso oyo lobi na lukina parce que na radio e banditi suka na lukina comprendre ici ka VPM ache mitam oyo ko loba que fonctionnaire wa ko sala musala teto oyo sali musala malamu te mbano bo ezali kozela parce que biso to yebi a na Kinshasa fonctionnaire alongwaka tiliwa
soko alati babenga numéro matricule eloko nzoto soko alati eloko nzoto akolongwa te espoir nini bokopesa jeunesse oyo na ba nouvelle technologie ezali koya na ba mayele ya sika ezali koya oyo bakoki koya mpe kokota kobénéficier na ba service ya l'état soki tolobi tokende musika te excellence lelo ata na bakabinet ata na ba naza mokuse ata na bakabinet analyse ata na bakabinet ata na ba institution ebele bato batravaillaka bazaka moke bato oyo bafutamaka bazaka ebele na suki wana soki okoki koyebisa biso à part moto kobima na retraite est-ce que fonctionnaire mosusu akoki kotika mosala te mpona kotikela bato mosusu esika oyo bazali plus compétent ekozalaka na bénéfice à l'état nakei na excellence Patrick Mouyaya. Excellence Patrick Mouyaya, félicitations à oyo ozali kosala na secteur na biso ya communication et médias. Nalingi na mutuna oyo eza simple okolimbisa parce que lobi tozongi la question constitution te yango nde bopeliseli yango moto mikolo parce que na bato bakufa basekwi mpona kolobela question ya révision ya constitution. Excellence tozali na impression ton arrière-goût que moi ba intervention na yo ekendaki na sens ya koappuyer toloba changement ya constitution wana te pour excellence loba que na gouvernement na bosololi yango te mais awa chef de l'état abwaki déjà maloba na Kisangani dernièrement est-ce que beaucoup kota na jewana si vite ou bien ekolekana ndenge nini parce que question yango ezali ko diviser nayebi ke ba élément de réponse ezalaki na français mais nalingi pe bandeko ya lingala ba sosola ba yoka merci nakosepela VPM nakopesa yano comme ça l'air aussi lisanga na opeso yano to silisa. OK. VPM. Je vais vous répondre, je vais vous le dire clairement. Hein? La lingala. Non, on a répondre dans la lingala ce que lingi. Motuna otuni ezali nambano. Kasi nabokundu ya oyo lobi nakoba boye. Parce que olobite d'abord tango sali mwanzela mokuse olobi que na tondi sibato. Non, tondi sibato mokoni na lobi que ngala tondi sibato. Na lobi régularisation. Oh to sala ki na bité soki yango ndo sala allusion na yango. Régularisation, il y a notamment ba médecins na ba fonctionnaires mosusu to continuer d'ailleurs yango hein. Ba nouvelle unité oh ba sala depuis kala. Parce que na pekisaki ba secrétaire généraux na ba responsable administratif kokoti sa ba nouvelle unité depuis 2022 mais ils ont ba oh ba kota depuis kala ukuti maman moko ya infirmière na clinique ngali mazo sala depuis 30 ans mais ça NU c'est-à-dire qu'ils ont un numéro matriculé otika ebongote depuis 30 ans azali agent azali fonctionnaire de facto il faut qu'on régularise la situation administrative ba médecin belé ba sala depuis 15 ans 20 ans to kuti bango sans numéro matricule il fallait te remettre de l'ordre parce que to bandai ko préparer déjà transformation numérique de ba fonctionnaire sans identité administrative à koki ko ça la carrière na normalement té et donc yango wana o ba chiffre yoki eza ko koti sabatu te ndengo lobi ko tondi sabatu eza ko régulariser situation ya batu pour que ba futama ba zo pe ba avantage ndenge ba mso ba rozwa et biso to sali plutôt le contraire ndeko na nginoba izami ndeko Jimmy Mkendi to sali le contraire to longoli ndeba oyo bazalaki ba fraudeur to longoli ba oyo bazalaki ba fictif to longoli ba oyo babandaki ko saigner trésor ya l'état to longoli bango pourquoi parce que bazali na irrégularité na pesi par exemple ba bazalaki na ba faux numéro matricule ba bazalaki na ba numéro matricule ya batata na bango ya ba noko ya ba voisin ya ba et ça la marabongo na mboka na biso et bien maintenant ba comme na difficulté ba o bazalaki ba cumular yemoko na économie yemoko na finance yemoko na DGRAD yemoko azali super assistant bon alors on a 3-4 salaires to meki ko sala triptyque équation où il y a un agent, un poste, un salaire. Il y a un autre bunda pour une meilleure répartition, il y a richesse et un beau canabis. Au salimoa Changi Moke, au quotidien il y a un débat, il y a Mouyaya. Il y a au lobby que, non, dans le lobby que, dans la constitution na biso, il y a les lots, lecture nangai. Et ça dit que après, la constitution va belligérant,
ba institution moto et tondi makasi. Donc, ils ont consacré un peu une sorte de hyper institutionnalisation, il y a l'État. Et ce qui fait que, sur lui transformer en lingala, ce qui fait que mbongo budget il y a l'État, ce que tu as dit madame, ezali mingi kokenina fonctionnement il y a ba institution. Est-ce qu'il est interdit à réfléchir sur l'éventualité comme sous d'autres cieux, est-ce que moment y était à se remettre en question pour ta institution et l'équilibre. Ce qui veut dire la diminution à train de vie de l'État. Beaucoup quitte sa salaire. Je rappelle que quand on a quitté ça qui IPR, on a agent public à l'État de 15 à 3% de l'entour là-bas, on n'a pas touché na personnel politique. Toucher la personnel politique, député, ministre, Tomatissi, Bango IPR, pour répondre à la chef de l'État qui quitte ça. Train de vie na bango 21% à impôt. On va arrêter na salaire na bango 21%, vous pouvez aller vérifier la direction à paye pour que et justement que ça la mieux réparti la population. On peut aller beaucoup plus loin, je suis pour. Moi je suis vraiment un fervent partisan, il y a diminution, il y a train de vie à l'État. Mais ce qu'on a besoin que l'État est obèse. Allez, obèse, il faut dire les choses comme elles sont. Obèse, il faut dégraisser l'État. Alors, dégraisser l'État, parce que la Constitution est figée dans la Constitution. Il y a un lobby qui n'est pas interdit. Il faut qu'on s'éloigne de la posture, de la polémique politicienne quand on touche la question au boé pour redresser la situation. Mais en définitive, au tozali kosala ezali komera kotia mulongo na kati ya administration. Ko identifier ba fonctionnaire nyonso oyo touché point au lobby na otiko bangwa. Banque mondiale na 2017 et sali et aider l'État na biso pour la mise à la retraite. Pendant 8 ans de processus, oui, batobon bakene retraite na repé ça au chiffre 923. Dont 800 obala qui pris en charge effectivement. Et les loboye na 2022 tant otoye na responsabilité grâce na orientation nous avons réussi avec une volonté farouche avec détermination. Il y a Kendissa plus ou moins 11 000 en une année. Je vous parler de 8 ans la Banque mondiale tout de même. En une année, 11 000 bakei pour laisser de la place aux jeunes. Mais évidemment, Torozong, ça fait 11 000 remplacés par 11 000. Dans le baki principe, il y a un fonctionnaire sur 2 partants à la retraite. Il y a un moment qui a un concours, non seulement pour l'OYAENA, mais bon, qui IGT, ce sont des jeunes. Qui, par exemple, la personne vivant avec handicap, ce sont des jeunes, c'est une nouvelle administration, mais aussi dans d'autres catégories, tout le monde. Et ce que nous prévoyons, et je chute par là, dans Nicolas Koya, c'est il y a plus ou moins 10 000 avant fin de l'année pour libérer des postes. Libérer des postes, eux, ça d'abord que Batouba, à la promu, parce que le poste est bloqué par le directeur, déjà retraitable, éligible à la retraite. Et ceux qui vont accueillir retraite, secrétaire général retraité, directeur, secrétaire général. Ce directeur va accueillir, chef de division, directeur, ainsi de suite, le néguer et libérer la place pour que les jeunes côté. Voilà. Et Torozo, ça en sorte que rajeunissement, et ça qualitativement et compétitivement. C'est-à-dire que ça m'a dengue à Boigna, et là, il se soutient à Kota Kakaboye, dans le cadre de Kota et parti politique, mais ça concours, et que ça m'a pas repéré ça, il y a une chance, et ça moi, je qui m'a tembélé, et ça moi, il y a un ministre, il y a une égalité devant. Ni wana au principe au côté de l'administration publique, peut traitement la bango échangé. N'a pas sous qui ça vraiment la question wana. Pour nous que ceux qui ont fait le concours, au comment on a les lots de plus en plus jeunes, pour se bousculer pour bailler au quota. Pourquoi? Il faut dire les choses comme elles sont. Bisous de Ngara pour bêta ou critiquer là où ça ne marche pas. Là où ça marche, on se tait, on regarde ailleurs. Aujourd'hui, il faut dire que les lignes bougent au sein de la fonction publique de notre pays. Le fonctionnaire d'hier a différent d'un fonctionnaire d'aujourd'hui, qui a finalement, sur Otali Malamu, a réussi à conquérir dignité perdue, il y a lobby.
Bada Ota a fonctionné sous et sous insulte. Et c'est même une fierté d'avoir un gendre fonctionnaire. Et quand je regarde les fonctionnaires aujourd'hui dans la réunion, bien vêtus, c'est Bada milliards, Bada millions, mais le traitement dans Bango, ils ont la qui ça que moi, changement est bandit au quota. Mingi oyo kaka salaire peut-être va le prime tout ça pour que moi niveau wana et mata. Et aujourd'hui, si vous avez un frère ou un fonctionnaire dans le ministère, dans la régie, dans le ministère, c'est vrai que dans le lobby, on a une disparité pour que l'administration ait plus ou moins un même niveau pour réussir la mission. Mais il faut noter que volonté ferme, il y a président, il y a ça en sorte que l'administration et reprendre place dans il y a pivot, il y a l'État. Dans la société, eh bien, petit à petit, merci, merci, ma réponse Nayo, vice-premier ministre. Tout bouge quand la fonction publique, mais tout bouge partout. Ce qui botali depuis président Félix Antoine Tshisekedi a koma na bokambi boka oyo mbula nyonso to salaka effort budget mati ya ba fonctionnaire pe mati. Ayebisi bino pona ba enseignant awa baza 700 000. Ça veut dire que ça, tout mon côté, l'herbiso tozo sala pour na ba catégorie nyonso na moment moko. Bino moko pe botala taille ya budget toza nango, botali pe ba kokoso ba défi mususu moko za nango kotonga banzela, kotonga betelo, kotonga ba hôpitaux, nyonso aneza ba biloko biso tozo tala parce que biso nde toza na tableau de bord. Siko yo zongeli question ya constitution pona lo bango na lingala. Omoni ndeko Jimmy moko biso moko pe totika kakolukaka polémique partout. Et ça na responsable politique mon côté lelo. Ce qui okei kutuna ye. Oya koloba na yo que constitution ana eza na biloko tokoki ko simbate. Ce qui toza biso nyonso sincère et cohérent. Parce que objectif au biso to lukaka. Eza objectif ya ko garantir efficacité à l'État. Bolanda qui président de la République ne ya no pesa qui ba étudiant président lobby ezali kambu ya mutute. Ce n'est pas une question d'un individu, c'est une question du renforcement à l'institution et à l'État. Yemokope a pesa qui moi kolimbo la moi mukie parce que mon ndenge tozo sala ba briefing oyo to sala ka justement pour batu ba comprendre ka cheminement. Leur président lobby y est à garant et à bon fonctionnement à l'institution. Ça veut dire que à ça les constat il y a ba élément moko ils ont fonctionné malamuté. Na réflexion à rosa la mususu ndeko VPM li a ou qui est là depuis 4 ans. A ok ko ebisaye mokonza lobby omoni oyo obésité zali. Ndeko mususu pe le lo que za na opposition topé na société civile. Topé étudiant, topé journaliste. Okipe kolanda na réflexion na obi mokonza mboka makambo yo penza botalango boye. Objectif au biso nyonso tozo loko na lobaki. Ce qui révisé faut salama eko salema pona bolamu ya mboka na ba congolais. Donc botika sikoyo kokotisa batu na makanisi ya bato baza na besoin ba c'est quoi? Formule na yo moko. Ko c'est quoi na bango balingi ba ko frauder. Na malobo mokonza mboka lobi eza clair à lobi réflexion. Commission pluridisciplinaire. Et là qui si ke bato mamaye le bakouta bisiko belé bavandi. Est-ce que beaucoup qui ko empêché biso gouvernement ou toza ko kambamboka pour na batu ya majorité na opposition. To lobi to sangisana numaye le wana. Leur commission ane ko sila. Parce que question Anna, président Lobaki, ce n'est pas une urgence. Commission Anna, il faut ça la maman mis en place. Commission Sali Moussala et Sali rapport. Parce qu'il y a 3 possibilités pour nous la révision. 100 000 Congolais, je crois 2/3, il y a assemblée na Sénat, topé gouvernement balobi bon, toro sala bouillé. Kasi l'air balobi commission pluridisciplinaire. Et là, qui si que makamoro salama na transparence sur mon bangon ningala. Et au ça man emploi ça. Ça veut dire que batu bakoya bakanisi batali 1 2 3 4 5 6 7.
ce qui 218 articles ou combien aux alango batali mutuna mutasali proposition nae na moment wana bakosala rapport na initiateur à commission nde na moment wana conséquence ekozala tirer kasi oyo batu il faut ba retenir sikoyo eza makambo VPM auti koloba eza makambo touti kosala na Kisangani eza na makambo ezosala mapona 145 territoires parce que ya motuya o biso tozo lukeza ke ba congolais bazala malamu na Congo na bango donc l'air tokokoma na moment ya réflexion wana na ba conclusion ko bimila wana nyonso wana tokosala ngo pona ko permettre ba congolais bazala na kimia bazala na misala malamu bazala na banzela pe bazala na ba institution ezopesa bango biyano lorsque bakoko sezali bako sabinote bachape peuple na confusion te maloba mokonza mboka alobaki eza clair oyo pa alobaki na étudiant eza clair alobi eza likambo ya yete eza likambo kopesa mboka ba institution ya makasi ndeko VPM tosilisi wana aussi olobi ebele est-ce que ozana mwa mukia koloba pona kosilisa peut-être yakoloba tango mokonzi mboka alobaki likambo wana nazalaki présent na ba étudiant peut-être ça il faut préciser yango effectivement alobaki clairement que faut kolongola ba débat et dans la subjectivité ils makambo ya mototé ya yete parce que mingi awa sur balobi constitution c'est que balingi ba bakisa wa mandat c'est que ya wana moni na insister wana ba aspect au Italie makambo wana ba institution à l'état et tout ça ils ont rejoint misolo mingi misolo ils ont empêché il faut dire les choses dans la vérité na peuple ils ont empêché développement dans mboka na biso parce que ceux qui besoin budget ya écolo ndam ya munene parti munene zokende na ba fonctionnement ba institution il est clair que banzela ba train ba aéroport ba nini rozala reta et tout bandara rozala aider na ba FMI Banque mondiale alors que toko ko bongisa na mbongo tozana ngo po total ndengeni toko ko tombola mboka na biso. Moi je crois que les ama better rozala na débat wana et ezali tout à fait juste ndenge ça maraba mboka nyoso et évitons ya kozala posture ou ko diviser mboka. Il faut j'en appelle au sens de responsabilité et de la part des hommes politiques. Constitution de la loi fondamentale, on ne la change que d'une main tremblante. Mais c'est une loi. Ce qui est dans la faiblesse, il faut qu'on estirpe, comment qu'on rénove. En tout cas, merci. Merci Nandenge au permettre de précision. Donc, on a été dans le lobby mingi a chiffres. Na pesibino, ba nombre ya basali à l'État, na santé, ndenge tozo ko aligner bango. Mingi balobaki awa mais bayaka quand même kaka parce que baleki ebele oyo bazalaki payé te aligné te depuis 10, 15, 20, 25 voire 30 ans. Je vois encore cette maman na Gemena au Epsenga mo nangai. Ça fait 33 ans nazar osala même médecin directeur au Azali Bosona ngande na botisa maman nae mais nazar na ni prime ni salaire. Voilà ce que nous gérons. On a besoin passif lourd. Il faut gérer yango sikoyo. Yango toza ko sala pour que lobby fonctionnaire nyoso ameka kozeba na kozana une petite place sous le soleil. Mon konjambo ka lobby tokende au-delà il y a ba solution wana ba commission paritaire. To tient en place politique ya salariale ya sika. Oyo ekozala plus juste. Oyo ekozala ekolongola ba disparité. D'abord entre ba administration. Oui, entre ba administration, conclusion na yango wana. Entre l'administration, Oyo et Kolongola, la disparité entre Kinshasa, Kinshasa, et l'intérieur de Mboka. Toye ba pe osala ke ba catégorie ezana C et meka komata ndakisa ba enseignant oyo bazana statut boko précaire dans le biangwawa torobunda ndenge mokonzi mboka lobi pour que ba koma ba fonctionnaire à part entière. L'objectif est que lobby justice sociale et banako zala régner dans mboka na biso. Donc ceux qui sont à lycée soyo Sénéca lobaka. J'aime beaucoup bah expression le rôle à Yoebi que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice
de redevabilité. Aujourd'hui, nous avons voulu apporter des éléments d'éclairage sur les discussions, les dialogues comme levier de la politique sociale du gouvernement, faire le point des avancées enregistrées. S'il y a des cadres permanents qui ont été institués, les discussions continuent. Les partenaires, les syndicats sont des partenaires de l'État. Et s'il y a des difficultés dans les partenariats, il y a des cadres prévus pour discuter. Merci à vous de votre participation et au prochain numéro. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.